frein, accélérer, évacuer vite parce que la journée n'est pas sûre. Vu le débarquement, vu des plus ou moins des rondes d'avions qui passaient un peu à part dans le jardin. Et la première vague est arrivée. Que la première vague est arrivée. Nous, on était juste au restaurant. Quand le défense passive nous a dit couchez-vous, couchez-vous, il mitraillait. Première vague. Et alors, il y avait par ici, dans ce secteur entre là et entre vous et nous, quelque part là, quelques jeunes filles qui passaient l'après-midi. C'était l'anniversaire du je ne sais. Et nous sommes donc arrivés à ce jardin. Et devant ce jardin, il y avait des buis. Des buis. Oui. Et comme du jardin français. Et on a vu arriver les avions. Et puis, Ça y allait. on commençait les pétards. Et là, ma mère, elle a se coucher. Tous dans les buissons. À plat ventre la tête sous les bougies. Et ça nous a paru extrêmement long. C'est bruyant. Il y a eu effectivement des vagues, c'est-à-dire que ça s'arrêtait, puis ça revenait, puis ça s'arrêtait. Et oui, oui. Et très rapidement, il s'est formé à partir de la Purlière ou à partir Un peu plus loin. de Tessanière. Un nuage noir. Toutes ces maisons explosées, des bombes, etc. Et qui restaient plantés sous ces histoires. C'est-à-dire que d'ici, on ne voyait plus sous la vue. Et alors donc, ma mère, avec nous, on montait jusqu'à elle sous la caisse d'épargne, rue de la Mission, pour nous laisser et de notre cousine Baraton, Oui. qui faisait cet arbre soufflé à l'intérieur. C'était soufflé. Parce que tout l'autre côté, De l'autre côté, oui. le café de l'horloge, enfin tout le Bernard marchand de graines, Et oui, jusqu'au il n'y avait plus rien. Jusqu'au Ah, il n'y avait plus rien. la maison Bertagnou, limite. Voilà, oui. Effectivement, de l'horloge à la mer Plume, il n'y avait plus. Tout le quartier de la Coste, Oui, qui était complètement. oui, Et mon lot, oui, qui avait perdu ses 6 enfants oui. et sa femme. Ça, je me suis toujours rappelé. Il était comme fou et il faisait partie aussi de la défense passive. Voilà. Et au bout de la rue Sonnerie, Ah, ben, bien. tu te rappelles là, Madame Sylvie, la maman de Jeanne, Oui, qui restait dans la cave à hauteur du pont de la Baume, oui, avec tout le déblaiement. On entendait crier encore quelques jours après, on l'a retrouvée X mois après, morte avec son petit chien. On n'a pas pu aller la sauver. Ce serait aujourd'hui, avec le matériel, peut-être, mais il y avait combien de décombres dessus. Toute la rue était le bout de la rue Sonnerie, c'était les décombres. Et dans le même quartier, au bout de la rue Sonnerie, sur la descente vers le pont de la Baume, Ouais. et là qu'on a retrouvé Jean Bouchon. Qui ça? Ah oui, Bouchon. Ah ouais. Et tous les petits qui étaient allés se baigner là, au Buèche, combien? Tu te rappelles des Audric? Oui, mais c'est Jean Audric. Il y avait Jean. Baigné au Buèche. Et il était à peu près 15h30 quand tout d'un coup, la sirène s'est encore remise à sonner.
Et bon, ça ne nous a pas inquiété, on a continué à se baigner, mais au bout d'un moment, on a entendu des avions qui tournaient aux alentours, et ça a commencé à vraiment nous inquiéter. Alors on était à deux ou trois collègues avec mon frère. Bon, on a dit on remonte vite en ville, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Les bombes ont commencé à tomber. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Bon, ça a commencé à tomber sur le truc électrique ici, en premier, et en chapelet. Et c'est arrivé jusqu'au cours Saint-Jaume. Alors à ce moment-là, bon, à la première vague, le bout du chapelet de bombe a dû tomber à côté de nous, pour la bonne raison que moi j'ai été séparé de mon frère et de mes deux autres copains. Les bombes tombant dans l'eau, on aurait dit qu'il n'y avait plus d'eau. Ça tombait, il visait le pont de la bombe. Ça fait qu'on est resté pendant toute la deuxième vague là. Voilà. Bon, les arbres, les cimes des arbres tombaient et tout. Bon, et puis pour se donner du courage, il y en a un qui racontait des histoires. L'autre essayait de regarder les avions. Bon, nous avions 10 ans. On est remonté vers la ville, mais seulement, alors là, c'était vraiment catastrophique. C'était que des monticules de gravats, il y avait de tout, des poutres, il y avait de tout. Bon, on a escaladé tout ça. Voilà. Bon, très bien placé. Hein, et puis les bombes sont tombées, nous avons fui un peu de partout. Et certains, comme je viens de le dire, certains de mes copains, comme on disait à l'époque, il y en a au moins 2 qui disparus. Le retour en ville après le bombardement, quoi. La traversée de la rue Sonnery, qui tout effondré, la porte du Dauphiné qui était complètement écroulée. J'ai dû escalader, c'est le mot, pour passer par-dessus, pour remonter la rue droite. Et miracle, bon, au sommet de la rue droite où j'habitais, où j'habite toujours, même pas une vitre cassée chez moi. Sistron, avec son passage au routier très resserré et tout, son viaduc sur le chemin de fer, c'était quand même un point stratégique. Mais enfin, Sistron, de temps en temps, la sirène sonnait, il y avait une alerte, mais bon la sirène sonne, hein. Personne ne se méfiait, quoi. C'était presque devenu monnaie courante. Il y avait des alertes très souvent. Mais on ne pensait pas que Sisteron serait bombardé. Enfin, on ne réfléchissait pas à la question du point stratégique. Voilà, on a été bombardé par les Alliés, oui, mais c'est les dégâts collatéraux. On a entendu la sirène. Et la sirène à Sisteron, au mois d'août, elle sonnait 3-4 fois par jour. Et on n'y faisait plus attention. On ne se cachait même pas. Au contraire, nous les enfants, on comptait le nombre d'avions. Et à Sisteron, on a entendu des avions qui montaient la vallée de la Durance. On a compté les avions, alors combien t'en as, 20, 30. J'ai vu que ces avions, ils lâchaient des lumières blanches. Je croyais que c'était des tracks qu'ils avaient lâchés, parce qu'à Sisteron, à 2 ou 3 reprises, ils avaient lâché des tracks. Et les tracks, c'était des bombes. Et on a entendu tomber les bombes, et notre père et notre mère, on est allé dans le champ du voisin, dans le champ du maïs, on s'est mis dans les maïs, on n'a plus bougé. Et ça tombait, la terre le vibrait. Bon, ça a duré je ne sais pas combien de temps. Nous les enfants, on était vraiment pas fiers, on avait peur. Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus rien eu. Alors le papa, il nous a dit, il ne faut pas rester là parce que ça va recommencer. Je vous mène à la ferme de l'oncle Végien au Thor, là-haut. Samedi 19 août 1944, à 14h20, les premiers véhicules légers américains arrivent et rentrent dans Sisteron. L'accueil est plutôt froid. Sisteron ramasse ses victimes. Il est impossible de traverser la ville pleine de décombres. Le Dinois Roger Comte filme le chaos. L'avant-garde américaine sera dirigée vers Ribier par le chemin de la Marquise.
tiers de la ville de Sisteron a été détruit. Il est temps de penser maintenant à la reconstruction. La destruction d'août 1944 fait état de 112 immeubles totalement détruits et non réparables et 508 immeubles partiellement détruits et réparables. Après avoir déblayé les décombres et mis en sécurité les immeubles qui risquaient de s'effondrer, il est créé une association syndicale de reconstruction et un comité des sinistrés présidé par Madame Massot-Devez. Rétablir les liaisons routières et ferroviaires sont les premiers travaux importants réalisés par les équipes des ponts et chaussées et ferroviaires. La mise en sécurité, la consolidation et la reconstruction des ponts du Buëch, de la Beaume et du Viaduc dureront plusieurs mois, de fin 1944 à 1947. Un vaste programme de reconstruction a été arrêté, comprenant 6 îlots, qui permettra la reconstruction complète de tous les immeubles sinistrés. Dès 1948, les premiers immeubles sont livrés avec 30 appartements et 13 magasins. L'îlot dit du Pré de Foire, aujourd'hui les Arcades, comprendra 50 logements et 20 magasins. Les terrassements seront terminés en juin 1949. La construction va pouvoir ainsi débuter. La construction de l'îlot du centre-ville, auquel les Sisteronais attachent le plus grand prix, et qui comprendra 22 immeubles groupés autour de la rue Droite et de la Voie Nouvelle, aujourd'hui, sera entrepris en 1950. Sisteron était jusque-là contrainte d'emprunter une étroite artère centrale, baptisée non sans humour rue Droite, sans doute parce qu'elle n'était pas tout à fait rectiligne. Des feux rouges réglementaient les entrées dans les deux sens, sans apporter autre chose qu'impatience au conducteur, et surtout ralentissement coûteux dans le trafic. Une voie d'évitement s'imposait donc. Et les ponts et chaussées, voici 2 ans, très exactement le 1er février 1955, décidaient de contourner la ville dans un axe sud-nord au moyen d'un tunnel. Ces travaux, qui seront terminés à la fin du mois, pour une mise en service à Pâques, vont rendre à Sisteron sa pittoresque tranquillité et son plein essor à la fois. Une arche supplémentaire annonce l'entrée sud de l'ouvrage d'art. 50 hommes travaillent sur ce chantier qui représente un forage de 162 mètres de long sur 10 mètres de large avec 5,15 mètres de hauteur à la clé. Les travaux ont été effectués par l'entreprise Gianotti Frères de Marseille sous la direction de René Berthaud, Monsieur Jean étant ingénieur des ponts et chaussées. Sur une maquette, nous avons suivi les explications de Monsieur Jean et partagé la légitime satisfaction de Monsieur Fauque, maire de Sisteron. La guerre, les bombardements, avaient durement affecté ce quartier. Les anciens immeubles de la rue Saunerie ont fait place à une belle esplanade plantée d'arbres. Le Pré de Foire devient place de la République. En 1960,
Une mairie plus conforme à l'extension de la ville est construite. La ville s'ouvre sur les quartiers extérieurs. Pour gommer les destructions du bombardement, il reste à reconstruire la chapelle de la citadelle. Il faudra encore attendre 13 ans pour voir se dresser fièrement Notre-Dame du Château, tout un symbole. 36 ans auront été nécessaires pour effacer les stigmates du 15 août 1944. Sisteron est maintenant prête à rentrer dans le XXIe siècle. Elle devient une étape privilégiée entre les Alpes et la mer. Elle redevient vraiment la perle de la Haute-Provence.